Donc, bonsoir, chers Japonais, chers étudiants, chers amis de Hervé. Je ne suis pas du tout censé ouvrir cette soirée. Je me sens commencer avec une phrase comme ça, parce qu'en réalité, je suis là dans une toute autre rôle. C'est hors de la partie protocolaire de la soirée. Donc, je vais simplement prendre mon baignoire. Chère Véronique, voilà, c'est ça que je veux. Ce soir, je m'adresse à toi dans mon rôle de directrice de l'Institut du monde antique byzantin, à toi dans ton rôle de professeur d'archéologie classique et membre à vie de notre institut. Il y a la bonne pratique d'offrir un petit cadeau au moment du départ à la retraite d'un ou d'une membre de notre institut, et j'avoue que dans ton cas, le terme de retraite me semble un peu bizarre, mal adapté. Mais on va quand même rester dans notre bonne pratique. Nous avons mené des recherches, Nicole Papo, qui est quelque part là-haut, et moi-même, pour savoir ce qui te ferait plaisir dans un registre au-delà de la recherche et du travail en équipe. Voici donc le résultat. C'est pas très spectaculaire de première vue, mais si tu regardes bien, tu retrouves un pinceau et un tube de gouache Preußisch Blau 566. Et dans l'enveloppe, il y a un jet cadeau pour la papeterie Meyer, particulièrement pour le rayon au sous-sol, pour ton épanouissement artistique que tu pratiques dans une autre vie, me semble-t-il. Comme nous le savons, ce moment n'est pas un vrai adieu, mais un moment de passage. Et quand même, un moment important est la présence de tant de collègues et amis et familles, et que sais-je d'autres, témoignent de l'importance de ce moment. Donc, je te donne cet moment et je te souhaite une bonne leçon et à très bientôt. Je vais encore dire un petit mot avant de commencer la partie officielle de la leçon d'adieu. Je vais être très court. Bon, Véronique, on se connaît maintenant depuis 2010. Et puis avec toi, j'ai fait tous les rites de passage, car j'étais donc ton étudiant ou comme tu nous appelais à l'époque, tes petites archéologues. Puis j'ai passé comme ton assistant pendant mon doctorat. Et après, il faut avouer qu'en septembre, lors du dernier colloque sur les jumeaux, c'est la première fois que tu m'as adressé le mot en me définissant comme une collègue. Donc voilà, disons qu'on a passé tout en revue. Et je ne vais pas faire plus long, mais on est en effet ici car on a réussi à avoir une copie des mélanges en avant-première. Et donc, je remercie à nouveau tous les collègues, bien sûr, qui ont participé à cette entreprise de 3 ans. Mais je suis heureux de pouvoir t'offrir ce volume ce soir. Serio ludere, comprendre les cultures antiques par le jeu, car on a décidé de focaliser effectivement ces mélanges sur sa dernier, jusqu'à maintenant, sujet d'étude. Et du coup, maintenant, on va passer à la partie officielle et je vais passer la parole au professeur Ramirez Santa Cruz qui fait la laudatio avant le début de la leçon d'adieu. Merci. Bonsoir. Et si vous le permettez, je vais prononcer mon discours en anglais, comme la professeure Dassen m'a demandé. Distinguished colleagues, esteemed students, honored guests, today we gather to celebrate the outstanding contributions and distinguished career of Professor Véronique Dassen.
While her academic journey is far from over, we acknowledge her unique impact, particularly at the University of Fribourg. Since her appointment as Professor of Classical Archaeology and Art History in 2008, Professor Dassin has exemplified excellence in scholarship and academic leadership. Her academic journey began at Oxford, where her doctoral thesis set the foundation for pioneering interdisciplinary research. Moreover, she earned her habilitation from our faculty, a distinction achieved by only a few women before her. Her research has significantly advanced our understanding of antiquity, focusing on material culture, body history, gender studies, and the cultural significance of games and play. Her groundbreaking Locus Ludi project, supported by an European Research Council grant, has reshaped our perception of ancient games, revealing them as reflections of gender roles, religious practices, and economic structures. Professor Dassin's influence extends far beyond our university. With over 200 publications and many visiting professorships at renowned institutions, she has fostered academic connections worldwide. Her ability to secure over 8 million Swiss francs, I repeat, over 8 million Swiss francs in research funding underscores her dedication to scholarship and her exceptional talent for bringing ambitious projects to fruition. A gifted communicator, she has made the ancient world relevant to modern audiences, including scholars, children, and the public. Her work on ancient play has provided valuable insights into our own relationship with games and education. As always, with Professor Dassin, retirement is not an end, but a transition. As academic director of the Bible and Orient Museum, she will continue fostering dialogue between past and present. Her new Palamedes project will further expand her research across Europe. Dear Veronique, your legacy at Fribourg is profound. You have inspired students and opened new pathways for understanding antiquity. While we will miss you as an active faculty member, we are delighted that you will remain part of our academic community. Dear colleagues, collaborators, students, and guests, please join me in expressing our deepest gratitude to Professor Veronique Dassin for her exceptional contributions. On behalf of the entire Decanate Council, I wish you all the best for the next phase of your career. Sincères félicitations. Eh bien, merci. Merci pour ces mots très, très touchants. Merci à toutes et à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis, chères familles, chers publics, et en salle et à distance, puisque n'oublions pas, on a du monde à distance. Je suis très émue de votre présence ce soir, si nombreuse et nombreux. Une présence qui me renvoie aux belles années passées à l'Université de Fribourg, qui m'a permis de réaliser un rêve, celui de participer pleinement à la construction et à la transmission du savoir, de relayer de nouvelles connaissances, d'émuler la curiosité d'une relève, de rendre sensible à l'actualité d'une antiquité qui a non seulement façonné notre manière de penser, mais aussi plus que jamais nécessaire pour penser le présent et construire le futur.
pour toutes ces années passées ensemble, riches de rencontres et de moments heureux. Je vous suis infiniment reconnaissante. Mes remerciements vont aussi prendre la forme de 3 slides pour évoquer une sélection de projets dans lesquels plusieurs d'entre vous se retrouveront. Celles et ceux qui ne se retrouveront pas me pardonneront, je ne peux pas tout montrer. Pour remercier aussi le personnel administratif qui a été si important et qui m'a guidée tout au long de ces années dans les méandres des services de l'université. Alors, je ne partirai pas d'une leçon inaugurale, mais du cycle interfacultaire de journées d'études naître en 2001, geboren im Jahr 2001, que j'avais pu monter avec l'appui du groupe Femmes et Universités, qui avait fédéré toutes les facultés de droit, médecine, sciences économiques et sociales, théologie, lettres et sciences humaines et le grand public lors du festival Sciences et Cité avec une exposition sur les taches de naissance d'une artiste, Viviane van Singer. Ce cycle avait fait les mouchettes du quotidien La Liberté, sensible, comme d'autres médias, aux enjeux abordés sur la procréation médicalement assistée, la politique familiale et la carrière des femmes, ainsi que la dimension culturelle de la maternité de l'Antiquité à aujourd'hui. Des sujets qui ont gardé toute leur actualité. L'objectif était aussi de faire comprendre que la maternité et la petite enfance n'étaient pas un problème, un gros trou noir dans le curriculum académique, mais un objet d'histoire globale, comme un autre, encore peu abordé par les antiquisants, mais qui, 20 ans plus tard, a pris pleinement sa place. L'ouvrage qui est issu du dernier colloque, du colloque de fin, qui croisait l'archéologie, l'iconographie, la littérature de l'Égypte ancienne à Byzance, était le premier à prendre la petite enfance comme unique sujet. Et depuis, les livres se sont multipliés. Et ce cycle a marqué le lancement de nombreux projets de recherche à Fribourg, rendus possibles par ma nouvelle position. J'étais arrivée avec les questions de normes et de tolérance, au sujet de personnes au corps différents ou issus de naissances particulières, comme les gens de petite taille, les jumeaux. Et cela s'est poursuivi avec un enfant plus générique, s'il existe, petite fille ou petit garçon, objet de soins ou non, de l'embryon, entouré de nourrices et de mamans de jour, ainsi que de filles et de fata, toujours dans une perspective diachronique et pluridisciplinaire. Et cela a produit un grand projet Synergia sur l'allaitement de l'Antiquité à nos jours dans sa dimension socio-culturelle, qui a réuni les universités de Genève, Lausanne, Fribourg, sur l'enfant aussi en bioarchéologie, entre Fribourg et Berne, avec une exposition soutenue par le Fonds national suisse, Agora, pour comprendre la santé et les causes de la mortalité des petits gallo-romains. Et parallèlement, tout naturellement, s'est développée une histoire culturelle de la médecine antique, entre corps réels, métaphoriques et imaginaires, tels qu'ils se déploient sous les gemmes magiques, avec une belle collaboration avec nos amis de Budapest depuis 2012, et une exposition qui a tourné pendant plus de 5 ans, de 2010 à 2015, en partant du musée romain de Nyon, en Suisse, puis en France, puis en Allemagne, au Lyceum, près de Nuremberg, avec un titre volontairement provocateur, « Quoi de neuf, docteur ?» pour se demander tout compte fait. Qu'est-ce qui a changé ? Pas seulement du côté technologique, mais aussi du côté humain. Des questions similaires ont été soulevées dans le grand projet européen Locus Vudi sur le jeu, qui a duré près de 6 ans, associé à nouveau à de nombreuses expositions depuis 2014, à nouveau à partir de Nyon, jusqu'en Italie cette fois, et tout récemment à Reading, en Grande-Bretagne, et en retour en 2024-2025 au musée suisse du jeu, avec un dernier projet Agora sur les rapports entre les jeux et les maths. Et j'aimerais souligner combien ces expositions sont importantes. Pour moi, elles ont été très importantes pour la recherche et encore trop peu valorisées dans un cursus universitaire, alors qu'elles permettent de faire apparaître et publier des objets méconnus ou inédits et qu'elles favorisent de nombreux transferts d'informations avec un public élargi. Et je vous rappelle qu'à Fribourg, il y a différents musées qui peuvent jouer ce relais, comme le musée Bibliorion de notre université. Alors, ces 3 slides ont rapidement brossé le parcours d'une cherche heureuse. Je reprends le très joli lapsus d'un journaliste à la radio qui tentait de trouver rapidement une formule inclusive. Voilà, cherche heureuse. Dans une discipline, l'archéologie, qui ne se résume pas au travail de terrain, mais qui implique aussi l'imaginaire pour redonner vie aux femmes et aux hommes de ce passé.
Et c'est d'imaginaire que nous allons parler dans les minutes qui viennent, en faisant allusion à ces différents champs de recherche, en partant de cette belle formule d'Aristote, l'âme ne peut pas penser sans image, phantasma, un terme qui évoque plus que l'image, l'imaginaire. Aristote utilise aussi le terme de pathos, d'émotion, pour désigner ce qui relie l'âme et le monde sensible, c'est-à-dire aussi le corps, qui est indissociable de l'âme pour les Grecs. Et c'est cette configuration que nous allons explorer maintenant entre l'image, l'âme, les émotions, le corps, pour examiner les rapports émotionnels, surtout amoureux, que les images traduisent et créent, car elles savent rendre visible l'invisible, présente l'absence, ce qui sera aussi l'occasion d'évoquer la continuité de ce que j'aime appeler des savoirs gris, des croyances qui perdurent en se transformant de l'Antiquité à aujourd'hui. Alors, je vais commencer par décrire l'affiche. C'est un grand camée conservé au musée Getty à Malines. C'est une sardoine qui est gravée en faisant ressortir les différentes couches de couleur de la pierre. Et cette image, l'image qu'elle porte, est au premier abord étrange. On voit deux parties du corps, une main coupée au niveau du poignet et une oreille isolée, mais elles sont associées par un geste. Le pouce et l'index de la main pincent le lobe de l'oreille. Vous noterez aussi que le groupe est surmonté d'un cordon avec des nœuds et d'une inscription en grec. Ce motif n'est pas unique. Il connaît même une très grande vogue à l'époque romaine, dès l'époque tardo-républicaine, donc c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, sur des intailles en pierre ou en verre, puis sur des camées comme celui-ci, dès le 3e siècle après Jésus-Christ. Et je vous montre ici des variantes parmi les pièces les plus anciennes, avec toujours cette absence de rapport organique entre les parties du corps. Cette main qui ressemble à un gant et cette oreille qui flotte, détachée de la tête, plus comme un signe qu'une partie du corps. Et des inscriptions en latin donnent la résolution de l'énigme. Le geste sollicite la mémoire. L'inscription ordonne « memento », souviens-toi. Et la disposition du texte, selon les intailles, peut varier. Par exemple, sur celle-ci, l'inscription est en grec, c'est « mnémonoé », et là, elle devient un élément esthétique et dynamique dans l'image, comme sur la pièce de gauche, où l'inscription est fractionnée en 3 parties égales, ou sur celle de droite, en haut, elle est face à la main, en demi-cercle, ou sur celle d'en bas, le omicron de mnémonué, au centre, est tenu entre l'index et le médium, comme s'il prenait de la place de l'oreille, qui est bien là, mais un petit peu écrasée, entre le pouce et l'index. Et on retrouve cette formule mnémonué de manière régulière, donc sur les camées plus tardifs, et cette fois l'inscription est toujours en grec. Qu'est-ce que signifie ce geste? C'est Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, qui nous explique le sens. Il nous dit « le bas de l'oreille est le siège de la mémoire. Memoriae locus. Nous le touchons en invoquant un témoignage. » Et en effet, en contexte juridique, on trouve cette expression de tirer l'oreille pour dire « prendre à témoin ». En somme, un témoin qui n'est pas seulement oculaire, mais auriculaire. Et Horace, dans les Satires, dit, un personnage s'adresse à lui, puis-je te prendre à témoin, moi alors, de lui présenter l'oreille. Oponu auriculam. Et le commentateur d'Horace écrit, on avait coutume de tenir les oreilles des témoins et de dire, souviens-toi que tu seras mon témoin dans ce procès. Alors on voit que le geste peut faire allusion à pas seulement un témoignage, mais aussi à un serment, et c'est ce qu'on voit tout en bas, sur ce petit camée qui se trouve à Paris, où on a l'inscription mnémonué qui tourne tout autour, et c'est associé au ce motif de la dextrarum iunctio, du serment de main, qui a une valeur de serment au sens juridique dans les rites de mariage, mais pas uniquement. L'image de ce geste met donc en œuvre l'invisible, la mémoire, qui relie différentes personnes en l'associant à une action sur le corps. Mais pourquoi pincer l'oreille? Quel est le rapport de l'oreille avec l'âme et pourquoi graver ce motif sur une intaille? En fait, c'est un choix très logique. Les anciens, pour comprendre le phénomène de la mémoire, le comparent à une empreinte dans la cire, et cette cire, c'est l'âme. Cicéron va dire, pensons-nous que l'âme se modèle comme la cire et que la mémoire est la trace des objets empreints dans l'esprit. Ça pose toutes sortes de questions. Il se dit, mais à quoi ça ressemble des empreintes de mots?
et des empreintes d'objets. Et comme il compare ça à une tablette, il se dit, mais il faut quelle taille pour une tablette, quelle étendue démesurée faudrait-il à la tablette de cire pour qu'elle puisse reproduire tant d'images. On va aussi comparer les oreilles à un organe qui s'imprègne, qui absorbe, les oreilles imprégnées de livres et de discussions philosophiques, nous dit Aulugel. Donc, comme si c'était une sorte de matière poreuse, comme la cire est molle, comme la cire qu'on va imprimer. Donc, graver ce geste sur une pierre qui est utilisée comme sceau pour réaliser des empreintes dans de la cire ou d'autres matières molles, reproduit quelque part ce processus et le rend matériel grâce à un instrument qui lui est pérenne, la pierre, dont la mémoire est indestructible. Maintenant, comment l'âme est-elle atteinte? D'autres textes font référence à une anatomie imaginaire où le conduit de l'oreille est relié à l'âme, psyché. Plutarque va en parler sur le mode comique, il parle des bavards. Et il dit, les bavards, c'est des gens qui ont les oreilles percées non pas dans la direction du cerveau, mais dans celle de la langue. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je vous signale en passant que pour les Romains, l'oreille n'est pas le site corporel exclusif de la mémoire. Il y a d'autres parties du corps qui ont une mémoire, comme les mains, le cœur, l'estomac. On dit d'ailleurs toujours que le cœur, c'est-à-dire l'émotion, le sentiment amoureux, passe par l'estomac. D'autres inscriptions, principalement sur des camées, associent de manière explicite le geste de pincer l'oreille avec l'âme et l'émotion. Sur le camé du Getty, qui est notre point de départ, on peut lire « Souviens-toi de moi, belle âme, bonne chance, Sophronios. Souviens-toi de moi, Nemo de Emu, auquel on ajoute un souhait, bonne chance, un nom, Sophronios, sans doute l'aimé qui a reçu le bijou, et belle âme, calé psyché, une expression qui appartient au langage affectif. C'est ainsi qu'on appelle les amoureux dans le langage galant. Mon Seigneur, mon miel, mon âme, chez Martial, ma vie, mon âme. L'image du geste fait aussi référence à la capacité de l'oreille de vibrer avec les émotions fortes. Le simple fait de voir la personne aimée fait sonner les oreilles. Ainsi chez Catulle, vous savez, amoureux fou de Lesbie. À peine t'ai-je aperçu, ô Lesbie, que ma voix expire dans ma bouche, ma langue est paralysée, un feu subtil coule dans mes membres, un bourdonnement intérieur fait teinter mes oreilles et une double nuit s'étend sur mes yeux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes de la magie qui sont présents ici. Vous aurez relevé combien la description des effets de la passion appartient au registre des pratiques de la magie érotique. Dans les défictions, dans les envoûtements, on cherche précisément à paralyser, brûler, rendre aveugle. On le garde en tête. Et quand l'aimé est absent, eh bien, on s'attend à ce que ses oreilles sonnent quand on parle de lui, comme Lucien de Samosate, fidèle. Est-ce que les oreilles ne vous tintaient pas en votre absence? Ma maîtresse ne parlait que de vous, et toujours en ne versant que des larmes. Ou Aristénète, dans une de ses lettres d'amour. Tu es parti en m'abandonnant pendant mon sommeil. Toutes les femmes vont m'appeler Ariane. Tu es pour moi Thésée et Dionysos. Est-ce que les oreilles ne te sonnaient pas lorsque je pleurais en songeant à toi? Alors, vous relèverez que la passion, ça fait beaucoup pleurer, dans tous ces textes. Et ce qui est fascinant, c'est que l'idée que les oreilles sonnent, qu'elles tintent, est restée compréhensible jusqu'à nos jours. C'est quelque chose qu'on dit encore. On dit encore comme Pline, il est admis que les absents sont avertis qu'on parle d'eux par un tintement d'oreilles. Ou Cestas, en tout cas, s'il est près de toi, je ne suis pas à présent bien loin de votre conversation, car voici mes deux oreilles tintent. Et si on regarde les recueils de folklore, j'en ai pris un au hasard en hommage à nos amis belges de Wallonie, démangeaison à l'oreille, signe qu'on parle de vous. Si c'est à l'oreille droite, on pense du bien de vous. À l'oreille gauche, on pense du mal. Le geste va donc ainsi, avec ou sans tintement, mettre en œuvre ce lien invisible qui relie les âmes des personnes absentes ou présentes. Et c'est ce qu'exprime le texte de la Gath que vous avez ici, donc encore un camé qui se trouve au British Museum, où l'on peut lire, cette fois, « Souviens-toi de mon amour, où que tu sois ».
Alors, philia pourrait se traduire aussi par amitié, mais on est dans cette gamme donc de sentiments. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le où que tu sois, présent ou pas présent. Et le lien que sollicite le geste sur le camé est rendu visible par un autre élément qui appartient aussi aux pratiques magiques. Autour de la main, hein, on l'a vu, il y a une cordelette avec 4 nœuds qu'on peut associer à l'action des nœuds qui fixent un vœu. Ici, elle fixe la mémoire, probablement. Ne dit-on pas encore faire un nœud dans son mouchoir? Et on a retrouvé de telles cordelettes nouées en Égypte, on retrouve tout en Égypte, hein, auxquelles parfois une amulette est fixée. La procédure est décrite par Vigile dans les bucoliques, qui dit « Je commence par enrouler 3 fois autour de toi chacun de ces fils, de 3 couleurs différentes. Noue-les tout de suite à Marélis et dit « Je noue les liens de Vénus. » Là, le chiffre 4 qui n'est pas dit, on voit chaque fois. C'est toujours 4. 4 nœuds. Pourquoi 4? C'est que les liens de Vénus, d'Aphrodite, sont au nombre de 4. Et ça, c'est Jean le Lydien qui nous le dit. 4 est le nombre d'Aphrodite, comme avril est le mois d'Aphrodite. Et parce que ça forme un carré parfait, nous dit-on, comme les 4 points cardinaux, les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 âges de la vie. Et 4, c'est le nombre de l'âme, selon Pythagore. En somme, sur nos 2 camés, la mémoire serait gouvernée par Aphrodite, qui est aussi la maîtresse de l'âme. Mais la signification de l'image de l'oreille ne concerne pas que la mémoire. C'est aussi par l'oreille que s'instaure un échange entre l'être humain et des forces supérieures. On a de nombreux ex-voto qui représentent des oreilles. Et c'est pas parce qu'on souffre d'une otite. C'est pour dire et solliciter la capacité d'écoute de la divinité, qui parfois est explicite sur certaines inscriptions, comme sur cette plaque votive de Delos. On dit Isis epekos, qui écoute. Et on ajoute parfois qui écoute attentivement, bien disposé à prêter l'oreille, et par extension, qui exauce les prières. Donc c'est ainsi qu'on interprète ces offrandes votives d'oreilles, comme celle de Diadouménos, qui vient d'Asie mineure, avec un pèlerin qui n'est pas passif face à la divinité. Sa voix lui permet d'entrer en contact avec les dieux, puisqu'il fait ses dévotions. Et vous le savez, les dévotions, c'est comme les serments, on les fait à haute voix, et ainsi, il va être exaucé. Pline l'Ancien nous décrit des gestes alors qui sont plus précis, qui comprennent toutes sortes de circulations par les ouvertures de la tête. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on sait, on parle de l'oreille et le lieu de la mémoire, nous le touchons en invoquant un témoignage. C'est également derrière l'oreille droite, qui est le lieu de némésis. Nous y portons l'annulaire après avoir touché une lettre. C'est la magie, hein. Dès qu'on parle de magie, il y a quelque chose qui se passe. Nous y portons l'annulaire après avoir touché les lèvres, comme pour y enfouir les propos dont nous demandons pardon au Dieu. Donc on a un doigt qui touche les lèvres et qui prend une parole, mais une parole indicible, qui va passer par l'oreille droite vers l'âme. Alors qui est cette Némésis? Elle est proche de Tuké, qui est la déesse de la vengeance et de la justice, qui invite à éviter l'arrogance, à garder la mesure quand on a subi des torts. Et dans le domaine érotique de l'époque hellénistique, elle est aussi la gardienne de l'amour réciproque. L'amoureux est conduit, va la convoquer dans des formules magiques. Alors, on a un jaspe rouge, vous aurez le temps de le contempler, hein, ce jaspe rouge. On a 2 femmes face à face. Elles représentent Némésis, ça ne dit pas ce qu'est son nom, et en plus, elles sont 2. Et on sait qu'elles sont souvent à part 2. On dit qu'il y a une qui est aimable, il y a l'autre qui est implacable. Et Némésis, vous voyez, elle fait un drôle de geste. Elle tient un pan de son vêtement. Et nous dit-on, c'est pour cracher dans son vêtement pour écarter la jalousie. Ça, c'est très culturel. Parce que la salive, nous dit-on, écarte les sortilèges. Et Théocrite le dit, hein, pour ne pas être victime d'un mauvais sort, j'ai craché 3 fois dans mon sein. Alors, si ça vous gêne de le faire, ce que je peux comprendre, de cracher dans son vêtement, il y a d'autres solutions, comme le dit Pline, pour se préserver des sortilèges, cracher dans la chaussure du pied droite avant de la mettre. Donc, on est dans cette logique-là. Certaines intailles portent aussi gravé l'ordre « souviens-toi », sans l'image du geste. Et ça, c'est intéressant, parce que le geste n'est donc pas forcément obligatoire. Mais il y a une image qui a un double sens magique. Donc, sur cette intaille, c'est une cornaline qui se trouve à Munich. On lit «
souviens-toi, l'espoir est invincible. Et que voit-on? Eh ben, on ne voit pas une main qui pince l'oreille, on voit Vénus, anadiomène. Anadiomène veut dire sortie des eaux. Alors, elle s'essore ses cheveux. Mais on sait que ce mouvement évoque l'acte de lier et désigne un ensorcellement. Et on va le revoir dans un moment, souvenez-vous-en. En grec, katadeo signifie lier solidement, mais aussi lier par un charme magique en faisant un nœud. Et donc, ce geste a un double sens. Donc, à nouveau, on a l'image d'un geste qui traduit visuellement des mots et un concept. Et puis parfois, mais c'est plus rare, on a une oreille toute seule, isolée, sans la main, comme réduite à un signe. Et on peut se demander, est-ce que la main est absente parce que cette main, c'est celle d'une force surnaturelle complètement invisible? Et à ce moment-là, on pourrait se rappeler qu'il y a effectivement des puissances supérieures dans la littérature, comme la mort, qui peuvent venir aussi nous tirer l'oreille. C'est ce que dit Virgile dans la Coppa, la fille d'auberge. La mort nous tire l'oreille. Vivez, dit-elle, je viens. Donc, c'est peut-être une pierre qui est là pour rappeler de profiter de vivre. Donc, on voit combien l'image d'un simple geste s'inscrit dans une histoire du corps, pleine de nuances. La mémoire n'est pas que dans l'oreille, et l'oreille ne concerne pas que la mémoire. Et l'absence d'inscription sur certaines pièces, tout comme les variantes, suggère que c'était un sujet très largement partagé. Et il a peut-être même résonné auprès de vous. Même le micro, là, il a résonné là. Et je passe à une autre série d'images qui vont traduire, fantasmata, comme dirait Aristote, qui vont traduire la passion, qui vont traduire le pathos. Et qui vont traduire aussi la complexité du sentiment amoureux que nous avons déjà pu lire dans les textes. Puisque pour les anciens, il est synonyme d'une force dangereuse, une source de douleur et de contrainte. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de mariage arrangé et de contraintes sociales. Sur quelques gemmes magiques, Arès va lier, Mars, lie Aphrodite qui personnifie la force contraignante du désir. Comme sur ce jaspe vert à Paris, on a donc Arès qui est debout, la tête tournée vers la droite avec sa cuirasse, qui s'appuie sur sa lance, et il tient de la main gauche la chaîne d'Aphrodite, debout, demi-nu, les mains liées derrière le dos, et le texte dit « Tu as été lié justement ». On peut se demander pourquoi on porte un tel bijou. Il faut pas se rappeler, c'est des intailles, faut se rappeler, c'est des intailles, on le porte. Peut-être pour montrer la volonté de dompter, de contrôler la passion amoureuse, personnifiée par une Vénus enchaînée. Et cette contrainte et ce contrôle peut être représenté par la situation inverse. Alors ça, c'est plus rare, mais ça existe. Où cette fois, c'est Aphrodite qui tient Arès enchaîné, nu, mais coiffé de son casque. À mon avis, c'est pour qu'on reconnaisse que c'est bien Arès. Il a les mains liées dans le dos. Et derrière Aphrodite, il y a un petit Eros ailé qui semble porter un carquois de flèches. Vous aurez relevé le geste d'Aphrodite. D'une main, elle tient les bras attachés d'Arès, et de l'autre, elle manipule ses cheveux, en redoublant l'idée de lien qui assure l'efficacité magique. Alors ça, on peut le rapprocher des images de la recette du grand papyrus magique de Paris, de Thèbes, du IVe siècle après Jésus-Christ, qui recommande, pour lier d'amour une femme, de modeler 2 figurines de cire, l'une en forme d'Arès armé qui menace de son épée la gorge d'une femme agenouillée devant lui et enchaînée, les mains liées derrière le dos. C'est un merveilleux charme pour lier d'amour. Alors voilà, donc la description de cette procédure, et donc la malheureuse qui est là, agenouillée, avec Arès qui tient son glaive en l'appliquant contre la clavicule droite de la figure qui a les bras derrière le dos, après avoir attaché la substance magique à sa tête ou à son cou. Et il ajoute, écrit sur la figurine, de celle à attirer comme il suit. Alors, il y a plusieurs formules, je passe sur toutes les parties du corps qui sont passées en revue, puis prends 13 aiguilles de bronze et plante-en une dans le cerveau pendant que tu dis « Je suis en train de percer ton cerveau une telle et enfonce-en 2 dans ses oreilles, 2 dans ses yeux, 1 dans sa bouche, 2 dans son ventre, 1 dans les mains, 2 dans le sexe, 2 dans la plante des pieds, en disant à chaque reprise « transpercer tel ou tel membre d'une telle afin qu'elle ne puisse se souvenir d'aucun autre, sauf moi. » Et prends une tablette de plomb et inscris la même incantation, récite-la.
de tout cela, le plus extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé une telle figurine et on a retrouvé une tablette qui était dans le même pot que la figurine en Égypte et qui est actuellement conservée au Louvre. Et l'ensemble date lui aussi du IVe siècle après Jésus-Christ, donc contemporain de ce papyrus. On a le vase qui contient la tablette d'exécration et la figurine d'amour qui est percée d'une figurine d'envoûtement qui est percée de 13 épingles métalliques. Ce rapport anxieux envers la passion amoureuse, pensé comme une blessure, une torture, voire une douleur, est aussi traduite par la représentation d'Eros, brûlant un papillon, qui personnifie l'âme, psyché. Il faut savoir que c'est le même mot. Psyché veut dire le papillon et l'âme. Et là, l'artiste va jouer bien sûr là-dessus. Donc, on a Eros qui brûle le papillon, donc qui brûle l'âme sur une entaille en hématite, une image qui renvoie à cette crainte de la passion, qui va brûler l'âme et la détruire. C'est traduit aussi par la pauvre Psyché qui est attachée à un poteau et qui est transpercée par les flèches d'Eros. Et là, de nouveau, on a l'expression d'une manière juste. Alors, on se demande de nouveau à quoi servent ces entailles. Est-ce que c'est à se protéger de ses propres sentiments en se motivant à les dominer? En tous les cas, on ne s'étonnera pas de trouver d'autres entailles où Eros lui-même est cette fois enchaîné et puni. Je vous lis juste le poème de l'anthologie palatine qui va bien avec, qui correspond bien avec cette scène où on a donc Eros agenouillé, attaché, et voilà, tu es coupable des larmes d'autrui, tu as enfoncé d'amères flèches dans le cœur en injectant le poison des désirs inéluctables. Eros, toi qui t'amuses des douleurs des mortels, tu souffres de ce que tu as mérité et la justice est admirable. Alors, ce petit détour par la facette plus sombre des rapports amoureux me permet de mettre en valeur le caractère exceptionnel d'une urne funéraire d'époque romaine qui donne une toute autre image, apaisée, celle-ci, des rapports entre deux personnes, deux amants sans doute, l'un mort, l'autre vivant, mais toujours unis par un plaisir partagé. C'est une petite urne qui est à peine plus grande que l'ordinateur, en marbre, d'époque flavienne, donc du dernier tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. Si on n'avait que l'inscription, elle est très banale. On lit au dieu Man, donc en invocation des dieux des enfers, à Margaris, esclave, Marcus Alius Herma, à qui l'a bien mérité, l'a fait, à qui l'a bien mérité. Donc, on a donc cette invocation, le nom de la défunte, le nom du dédicant, puis cette formule qu'il a bien mérité pour louer la défunte. Margaris, qui veut dire la perle, peut vouloir dire aussi la beauté de la défunte. C'est aussi un nom affectueux qui est bien attesté à Rome, dans les milieux des esclaves, principalement. On ne sait pas quelle est leur relation du tout. Par contre, si on regarde la scène, tout c'est clair. Elle est tout à fait exceptionnelle, elle est unique même. Elle tient un tout autre discours. On a donc deux personnages, face à face, qui sont en train de jouer, chacun sur un tabouret, en train de jouer sur un plateau, posé sur un support, entre les deux. On peut les regarder d'un petit peu plus près. Voilà. Donc, on a à gauche la femme qui est probablement la défunte, vêtue comme une matrone, qui a une posture très digne, qui contraste avec le statut d'esclave qui est dans l'inscription. Elle tourne sa tête vers le spectateur en tenant de la main gauche un pan du voile qui couvre sa tête, dans un geste qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle la poudikitia, la pudeur des citoyennes, l'index de la main gauche appuyé contre sa joue. Et son bras droit, qui est aujourd'hui brisé, devait être étendu en direction du plateau. Face à elle, un homme est assis, vêtu d'une tunique et d'un manteau court à capuche. Il pose la main droite sur le rebord du plateau et semble s'apprêter à pousser un pion, la main gauche posée sur le genou. À quoi est-ce qu'ils peuvent bien jouer? Alors, on le sait par les parallèles archéologiques, par les textes. On voit cette surface quadrillée du plateau, elle est fragmentaire, mais on voit 6 cases bien conservées dans la partie supérieure. C'est une structure qui correspond au ludus latrunculorum, c'est-à-dire le jeu des petits soldats, qui est formé de 6 cases sur 6, il y a d'autres variantes. Et parmi les témoignages archéologiques, vous voyez ici le jeu des latroncules à Rome, sur le pavement de la Basilica Iulia. Martial en parle en disant « Si tu aimes le jeu guerrier des soldats en embuscade, ces pièces de verre seront tes soldats et tes ennemis. » Et il est pratiqué par 2 joueurs sans dés. Ça, c'est important. Parce que ça veut dire que donc il faut encercler les pièces de l'adversaire et quand on l'encercle, hop, on peut le manger, on peut les capturer.
Et c'est important que ce soit sans dés, parce que celui qui gagne, c'est pas grâce au hasard ou à la chance. C'est parce qu'il est plus malin, hein. Il est plus intelligent que l'autre. Donc c'est important qu'il soit en train de jouer à ça, un jeu de pure stratégie. Les représentations d'un couple qui rejoue sont extrêmement rares. Il n'y en a aucune, à ma connaissance, en Grèce, par exemple. Même si on sait que les femmes jouent. On ne les montre pas. La plus ancienne, je vous la montre ici, elle se trouve sur un miroir étrusque en bronze de Palestrina du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec une inscription. La femme dit, je vais te battre. Et lui dit, je pense. Et ici, en somme, notre scène pourrait traduire visuellement un des sens métaphoriques du verbe ludere, qui signifie aussi le jeu de la séduction. Donc, à nouveau, de l'amour conçu comme une lutte et une compétition, un topos très répandu à l'époque romaine impériale. Et dans la glyptique, on trouve aussi ce thème de la compétition, de la lutte, ce thème guerrier. Comme ici, on a deux petits hérotesses qui s'approchent d'un trophée, qui élèvent un trophée. Le trophée, c'est donc l'armure du soldat vaincu, et qui est portée par un homme, par une femme, mais pour parler de l'amour victorieux. Et le jeu des latroncules va bien pour cela, puisque c'est un jeu qui a une dimension militaire, hein. C'est le jeu des petits soldats, je vous rappelle. Et dans l'art d'aimer, Ovide va conseiller aux femmes de savoir pratiquer toutes sortes de jeux. Car, dit-il, l'expertise dans le jeu va éveiller une complicité, voire des sentiments plus ardents. Pratique 1000 jeux. Il est honteux qu'une femme ne sache pas jouer. À la faveur du jeu, souvent, naît l'amour. Mais le jeu doit aussi exercer la maîtrise de soi. Toujours Ovide qui nous le dit. Mais c'est la moindre des choses que de savoir bien lancer les dés. Il est plus important d'être maître de soi. En jouant, nous cessons d'être sur nos gardes. La passion dévoile notre caractère et le jeu laisse voir notre âme à nu. On en arrive insensiblement à la colère, qui on l'a dit, à la passion du gain, aux querelles, aux batailles, à d'amers ressentiments. On se fait des reproches, des cris qui ébranlent l'air. Chacun invoque les dieux et les associe à la colère. Il dit ça, vraiment, il faut absolument éviter, ça déforme le visage. Souvent même, j'ai vu les visages se mouiller de larmes, puisse Jupiter vous préserver des défauts aussi avilissants, femmes qui voulaient plaire. Toutefois, la ruse et la triche sont autorisées dans ce jeu de la séduction. Et c'est encore Ovide qui le dit, mais ça, il le dit à l'homme. Il lui dit, en gros, si tu veux la séduire, laisse-la gagner. Et donc, ça fait partie des stratégies galantes. Alors, on se pose beaucoup de questions, concrètement, comment ça se passe, hein. Il dit, elle veut jouer. Sa main agite les dés d'ivoire. Toi, agite-les maladroitement. Alors, nous, on n'a toujours pas compris comment on fait pour agiter maladroitement les dés, mais c'est pas grave. Après les avoir maladroitement agités, passe-lui la main. Si tu joues aux osselets, alors ça, c'est différent. On peut agiter maladroitement les osselets. Pour lui éviter de perdre et d'avoir à le payer, arrange-toi pour avoir souvent les chiens, c'est le coup le plus bas, qui font perdre. Si l'on fait marcher les pièces sur le damier, c'est le jeu des latroncules, fais en sorte que ses ennemis en vert triomphent de tes soldats. Et Plutarque va l'utiliser pour parler dans la vie d'Antoine du tempérament tout à fait déviant, dominateur, masculin de Cléopâtre, qui séduit Antoine avec des jeux de dés et de paris associés au plaisir du vin et de la chasse. Alors qu'il existe selon Platon 4 formes de flatterie, Cléopâtre les multiplia et qu'Antoine s'occupa d'affaires sérieuses ou d'amusement, elle imaginait toujours quelques plaisirs ou agréments nouveaux pour le tenir en tutelle, en ne le quittant ni de jour ni de nuit. Elle jouait aux dés, buvait, chassait avec lui et assistait à ses exercices militaires. L'urne de Margaris constitue donc un témoignage remarquable d'une autre façon de penser le couple, mais qui est peu traduit dans la littérature, qui met beaucoup plus l'accent sur cette dimension dévorante de la passion. Là, c'est vraiment une relation complice, sous le signe de l'entente et de l'égalité. Pour bien jouer, il faut être égaux, sinon c'est pas drôle le jeu, hein, grâce à son double discours, épigraphique et visuel. Et puis, il y a un petit détail supplémentaire qui le signale. Vous l'avez peut-être remarqué. Ils ne jouent pas sur n'importe quoi. Ils ont posé leur plateau sur un support. Oui, mais quoi? C'est pas une table. C'est le panier à laine qui est l'emblème même de la femme vertueuse qui est renversé. En somme, ils se sont dit, allez, on joue, hop, le panier, on le renverse, on pose le plateau dessus.
Donc, on a détourné de sa fonction d'attribut d'épouse modèle, soumise, le panier, pour en faire le support du plateau de jeu. Ils ne se touchent pas. Et si vous regardez, il y a encore un autre détail qui est très joli. Tous les deux touchent avec le pied le panier. Donc, le contact se fait par cet intermédiaire du jeu. Ils le touchent ensemble. Maintenant, quel sens peut avoir cette scène en contexte funéraire? La partie en cours, parce que c'est toujours une partie en cours, elle n'est pas terminée, semble vouloir symboliser une union qui ne connaît pas de fin, en abolissant la distance entre la morte et le vivant, comme si le couple pouvait encore interagir au-delà de la mort. Et une intention similaire pourrait expliquer le dépôt de pièces de jeu en contexte funéraire. On s'interroge beaucoup là-dessus. Pourquoi mettre un modèle miniature de table de jeu dans une tombe? Il pourrait exprimer le même espoir, éterniser une sociabilité accomplie, un plaisir partagé, symbolisé par le jeu, qui peut reprendre et que la partie est finie. Et c'est dans ce sens-là, sans doute, qu'on peut interpréter cette plaque de l'oculus, c'est une plaque de fermeture d'un l'oculus dans les catacombes. Ici, la catacombe de Calixte. On a un enfant qui joue avec un cerceau, c'est un jeu. C'est aussi l'attribut de Ganymède, le beau garçon par excellence, qui ne mourra jamais, qui ne vieillira jamais, puisqu'il a été enlevé sur le lin pour servir des chansons aux dieux. Mais dans l'autre main, il tient un autre symbole de victoire sur la mort, en contexte chrétien, cette fois, la palme, symbole de renaissance et d'éternité. Et cette palme m'amène au dernier document qui me servira de conclusion. Il s'agit d'une série de bijoux ornés du motif de la palme, parfois avec des initiales, probablement celles de leur propriétaire. Et sa valeur, la valeur de cette palme comme signe de victoire est bien documentée dans la tradition antique aussi. Par exemple, on a toutes sortes d'images, c'est souvent ça se rapporte à la compétition d'ailleurs, qui se rapporte au jeu du cirque, comme ici, donc à un contexte agonistique. Là, c'est un médaillon d'applique en terre cuite d'époque romaine qui représente un conducteur de char dans son quadrige, tenant la couronne et la palme du vainqueur. Ou encore des jetons de jeu, ça c'est un clin d'œil à Thomas, des jetons de jeu où on voit une palme qui va désigner celui qui va vaincre. Mais sur les bijoux, de quelle victoire s'agit-il? S'agit-il de succès, de richesse, de pouvoir ou d'autres choses? Alors certains anneaux portent des initiales, mais certains vont plus loin. Comme ici, on a une signification très clairement amoureuse de la victoire. Amame, aime-moi, est inscrit autour de la palme. Et ces bijoux s'inscrivent dans une très longue histoire de bijoux parlants qui expriment un vœu. Si tu vis, je vivrai. Vous observez la forme de cette entaille parce qu'on va la revoir dans une minute. On a un Ave ou Ave mea vita, bonjour ma vie, anima mea, ou je t'aime comme il se doit sur cet anneau. Et là, un petit clin d'œil du côté du XIVe et du XVIIe siècle, où on retrouve ce genre de vœux amoureux. Et puis, une de ces bagues romaines, qui est sertie d'une pierre facettée de forme pyramidale, gravée du motif de la palme en son centre, porte une inscription au premier abord insolite. Amo te parum. Je t'aime un peu. Alors, je t'aime, oui, mais pourquoi un peu? Alors, parum pourrait être compris comme pas du tout. Ça peut avoir un sens négatif, ce qui suggérerait, et c'est pour ça que je vous ai montré tout le reste, une bague destinée à éviter d'être soumis à ses sentiments ou contraint par des amoureux indésirés, comme on a vu avec les entailles avec Arès et Aphrodite. Deux indices suggèrent une autre hypothèse. La première est un papyrus magique qui se sert de feuilles de palmier pour tirer un oracle. C'est l'oracle du palmier qu'on peut lire, grande d'Amisis, copie d'un livre sacré trouvé dans la chambre du trésor d'Hermès. Ce procédé est fait avec 29 lettres. Invoque Hélios et tous les dieux de l'abysse pour tout ce que tu veux demander à cet oracle. Donc on va tirer les feuilles. Prends 29 feuilles d'une branche de palmier masculin et inscris sur chacune d'elles les noms des dieux. Après avoir récité une prière, enlève-les 2 à 2. Lis celle qui reste la dernière et tu vas trouver ton oracle. Alors, ce
que je vous ai dit en Égypte, tout se conserve. Eh bien, à Berlin, on a même des feuilles de palmier inscrites. Et ça, c'est Joachim Quack qui a mis la main dessus. C'est magnifique. Donc, des feuilles de palmier qui sont inscrites de nombres et de noms divins en écriture démotique. Donc, on a Isis qui vaut 7, Horus qui vaut 8. Et donc là, on a un procédé divinatoire dont on a la trace archéologique, mais qui s'apparente tout à fait avec d'autres pratiques, avec des dés. Là aussi, on a des dés qui viennent également d'Égypte ptolémaïque, où on a soit des divinités, ou sur cet icosaèdre, on retrouve la même équivalence. On a le nom d'un dieu et un chiffre, et voilà. Donc, une équivalence. Le deuxième indice est l'existence d'oracles amoureux qui utilisent des végétaux. Pas des palmiers, mais des végétaux. Comme ici, vous pourrez le tester ce printemps ou cet été avec des pépins de pommes. C'est Pollux qui nous en parle. Ils nous disent, voilà, on prend les pépins des pommes, vous savez pas que faire avec pépins de pommes, c'est le jeu du spermamélone. C'est un jeu pratiqué avec le pouce et l'index de la main droite joint en faisant sauter et glisser les pépins de pommes. S'ils sautaient haut, c'était un présage de bon auspice, dans un contexte là qui est amoureux. Ou avec les pétales de fleurs. La feuille de pavot, c'est le jeu des amoureux ou des amoureuses. En déposant les pétales de la plante appelée amour à distance sur les 2 premiers doigts de la main gauche réunis pour former un cercle, on met le pétale, les amoureux croyaient qu'en les frappant avec le creux de l'autre main, c'est le pétale fondu par le coup produit un coup harmonieux, pas comme ça. Alors leurs aimés se souvenaient d'eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à nouveau la production d'un bruit qui va signifier la production d'un lien ou l'existence d'un lien. Alors, si l'inscription de notre bague se rapportait à une forme d'effeuillage amoureux de la plante, mais cette fois de la palme, comme nous le faisons encore avec une marguerite. Alors, j'ai pas trouvé des feuillages de la marguerite romaine, donc j'ai recouru à Bing, qui était très serviable. Il y avait un peu de peine quand même à comprendre ce que veut dire effeuiller une marguerite. Il m'a produit des choses assez curieuses, mais ça c'est bon. Et en fait, la plus ancienne, pour le moment de représentation, se trouve chez Greuze. Et c'est apparemment au XVIIIe siècle que le motif apparaît, de l'effeuillage de la marguerite. C'est un effeuillage qu'on peut appliquer à toutes sortes de circonstances, comme celle de ce soir. On pourrait ensemble effeuiller la marguerite et dire « Fribourg, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément ». Et ça pourrait être le mot de la fin, avant d'aller réjouir l'âme et le corps à l'apéro qui va suivre. Mais le mot de la fin, je vais le laisser à Eros, en faisant un clin d'œil par la même occasion pour l'animation à Panoplie à Cambridge et pour la musique à Edouane à Fribourg. Merci à tous. Ce n'est qu'un au revoir, en fait. Et le prochaine étape, eh bien, c'est de se retrouver ensemble. Il faudra monter juste un étage. Et nous avons un merveilleux apéritif qui a été offert par le décanat, auquel je vous prie d'assister. Je me réjouis de continuer à échanger avec vous. Merci encore d'être là.